Bon, moi, j'ai grandi dans une cité du 91. Donc, clairement, une cité pas loin de ce qu'on appelait avant le triangle des Bermudes, c'est-à-dire pas loin de la Grande Borne, où j'ai vraiment grandi avec le phare de Fleury-Mérogis qui tapait dans ma chambre. Donc, vraiment dans la banlieue blues, quoi. Divorce, cassure. Cassure dans la société, c'est-à-dire que en gros, aujourd'hui, tu te définis plus dans quelle case tu coches. Et après ça, on te dit, mais en fait, c'est quoi ton statut ? Plus le temps passe, et plus je voyais que ça me correspondait pas, me correspondait plus. La manière d'agir, le manque d'éthique. Quand t'as en face de toi des personnes qu'il faut licencier et que tu dois trouver des prétextes pour les licencier, des prétextes pas totalement éthiques, t'avais mal aux dents. Notamment qui sont ici aussi de la diversité, hein. Je porte un voile, je suis maghrébine, la plupart des entrepreneurs qui viennent vers moi sont des personnes qui sont issues de la diversité. Donc du coup, qui se sentent compris. Et par conséquent, comment tu viens leur dire qu'en réalité le problème c'est eux ? C'est très compliqué, c'est extrêmement violent. Et en fin de compte, c'est pas possible. Et tu sais, ça fait comme un oignon. Tu sais, c'est la première couche, et la deuxième, et la troisième. Et tu découvres des choses sur toi, sur ta famille, sur tes mécanismes, sur ta manière d'être, sur qu'est-ce qui a fait que dans toute ta vie, tu as vécu autant d'épreuves. Le dénominateur commun, c'est toi. En fait, l'union est très bien imagé parce qu'il faut que t'enlever une couche, Il y en a une autre. Aussi. Ouais, aussi. Salut Manel, ça va ? Très bien, et toi ? Ça va super. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien-là. Merci à toi de m'avoir invité et aussi de m'accueillir aussi dans tes lieux. Manel, alors, qui es-tu ? Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant longtemps, mais je vais me définir de manière assez brève et on rentrera un peu plus dans le détail. Alors moi je suis Manel, j'ai 25 ans hors taxe, je donnerai pas mon âge. Je suis d'origine... C'est la première fois que j'entends ça, c'est hors taxe. Ah oui, c'est du hors taxe, bon je suis dans la fiscalité, donc ça je te laisse chercher en fonction des pays, en fonction des endroits, où est-ce que c'est. J'ai 2 petites merveilles, donc je suis maman de 2 enfants, une fille et un garçon. J'entreprends maintenant depuis 2013. Je suis donc entrepreneuse, je suis donc dirigeante de ma propre entreprise. J'ai dirigé plusieurs entreprises, donc en total 5. J'en ai perdu 3, enfin je veux dire j'en ai fermé 3, dont une faillite à hauteur de 250 000 euros. Aussi, donc je suis d'un cursus initialement de la finance, donc finance d'entreprise. J'ai appris la fiscalité aussi dans mon cursus professionnel, donc aussi. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, je me suis expertisée en profiling, en droit des affaires et en marketing. Donc je suis dans toute la partie stratégie, je suis la personne qui construit en gros les stratégies auprès des dirigeants d'entreprise. Super. Du coup, par rapport à ça, t'as une agence, c'est ça, une agence ? Aujourd'hui, j'ai une agence qui s'appelle Nizam Agency. Je l'ai construite pendant ma période d'allaitement pendant le Covid. Je l'ai lancée à ce moment-là. Surtout quand j'ai vu que il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas du tout être dirigeants d'entreprise. Et donc moi, j'accompagne à devenir dirigeant d'entreprise et à aussi bien diriger l'entreprise que être un bon leader de cette entreprise. Donc j'agis sur 2 volets. Ça, c'est aussi une problématique parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, n'ont pas les outils. Exactement. Après, aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce au podcast et tout, il y a plein d'outils. Mais c'est pas cadré, c'est pas structuré. Il y a plein d'outils. Mais après, généralement, que ce soit les gens qui se lancent parfois, elles se lancent sans savoir. Ou ceux qui ont peut-être un esprit un peu plus à l'ancienne, leur lancement est un peu plus différent, un peu plus difficile aussi. Aussi. En fait, clairement, aujourd'hui, l'information, elle est partout. En plus, même avec l'intelligence artificielle et ainsi de suite, aujourd'hui, l'information, elle est de plus en plus accessible. Par contre, personne n'a l'expertise, ou très peu de personnes ont l'expertise. Ou ceux qui l'ont n'ont pas le temps d'accompagner et d'amener les personnes à devenir dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, on t'emmène à entreprendre, on t'apprend à devenir indépendant, mais on t'apprend pas du tout à diriger et à manager et à structurer ton entreprise pour qu'elle pérennise et qu'elle dure dans le temps.
Donc en gros, lance-toi, juste saute le pas, et après, vole de tes propres ailes et démarre de toi. En gros, c'est ce que prône l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est pas du tout sur ce volet-là. Moi, je t'apprends vraiment à devenir dirigeant, chef d'entreprise. Et au savoir utiliser tous les outils. Parce que généralement, Oui. dès que la personne lance l'entreprise, Mm. c'est un peu aussi dans notre communauté, on va dire, franco-musulmane, malheureusement, c'est que tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, aujourd'hui, ils le voient de plus en plus avec Instagram, TikTok et tout. Ils veulent investir et tout. Oui. Mais malheureusement, ces outils-là, en fait, j'ouvre la boutique et on attend. C'est un peu le... En fait, moi, j'ai vu les deux volets. Moi, j'ai vu que j'avais une autre entreprise qui accompagnait les dirigeants d'entreprise. Mais j'accompagnais et je faisais pour eux. Et c'était donc une agence qui avait pignon sur rue. Donc du coup, c'est vraiment les anciens qui lançaient leur boîte, qui ouvraient leur boutique, leur restaurant, leur boîte de transport. Et donc du coup, en gros, c'est la survie. Je trouve pas de boulot ailleurs, faut mieux que je lance ma boîte. Donc c'était plus ça, et ils commerçaient. Et ils se débrouillaient comme ça, en fait. Et en mode, à la crier, un euro, tu sais, comme dans les marchés. Ouais. C'était un petit peu ça. En gros, plus je fais faire du bruit, plus on va me voir. Donc j'ai connu ce volet-là. Et j'ai connu aussi le deuxième volet où c'est plus du marketing digital, on est plus dans de la communication marketing, on va être beaucoup plus dans cette construction justement commerciale et venir apporter une entreprise qui va plus durer sur le long terme, qui va être moins en aspect survie, qui va être beaucoup plus dans qu'est-ce que je dois faire pour mieux diriger, pour mieux pérenniser, pour augmenter encore plus mes ventes, et ainsi de suite. Donc j'ai connu les deux volets, et c'est le jour et la nuit pour le coup. Et Manel, du coup, si on devait te connaître un peu plus, qui es-tu? Où est-ce que tu as grandi? Ouais. D'où te vient l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as directement été baigné dedans? Est-ce que tes parents étaient dans l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé? Alors, bon, moi, j'ai grandi dans une cité du 91. Donc, clairement, une cité pas loin de ce qu'on appelait avant le triangle des Bermudes, c'est-à-dire pas loin de la Grande Borne, où j'ai vraiment grandi avec le phare de Fleury-Mérogis qui tapait dans ma chambre. Donc, vraiment dans la banlieue blues, quoi. J'ai été à l'école dans une ZEP, donc vraiment dans ce qu'on pourrait être un cliché, ce qu'on pourrait dire que c'était un cliché en fait. Et donc moi, mes parents sont d'origine tunisienne, c'est des ouvriers. Ma mère, elle a commencé en tant que manutentionnaire et après, elle est devenue responsable qualité. Mon père, lui, toute sa vie a été cariste, donc en gros, dans tout ce qui est le travail avec le dos cassé, avec être travailler pour un SMIC, travailler durement, travailler un ouvrier qui, je suis très très fière d'ailleurs de tout ce qu'ils ont pu accomplir en étant parents et aussi en étant seulement ouvrier. Donc moi, j'ai pas du tout baigné dans l'entrepreneuriat. Et même au début, mes parents, ils comprenaient pas. Tu te lances dans ça, mais comment tu te lances? Tant tu pars, tu reviens, t'as rien, on comprend pas. Tous les mois, t'as pas un truc qui rentre. C'est quoi ça? Donc j'ai plus été baignée dans comment ça se fait. Tu n'es pas une personne qui est cadre, qui a un salaire tous les mois. Donc moi, j'ai été DAF avant d'être entrepreneur. J'étais DAF de grands groupes. De grands groupes. Tu pourrais DAF? DAF, c'est être directrice administrative et financière. Donc, gérer toute la partie administrative, financière d'une entreprise. Et après ça, donc, j'ai vécu ce qu'on appelle un divorce. Un divorce. J'étais maman solo. Et je me souviens encore à quel moment j'ai compris que j'étais maman solo. Et qu'est-ce que ça impliquait dans la société. En fait, tu passes de femme mariée, DAF, un travail assez correct, où tu es bien payé, où tu es dans la sécurité de l'emploi, et ça va, quoi. Divorce, cassure dans la société, c'est-à-dire que en gros, aujourd'hui, tu te définis plus dans quelle case tu coches. Et après ça, bah, on te dit, mais en fait, c'est quoi ton statut? Et je me souviens, il y avait le mec de Bouygues qui venait m'installer la fibre. Et il y avait la télé qui s'ouvre. Et il y avait, à l'époque, je regardais la télé, hein,
l'époque. Mmh. Et il y avait le 12-45, je me souviens vraiment pleinement comment c'était et qui était à l'image et tout. Le 12-45 qui vient, qui dit encore cette année, les femmes monoparentales sont les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là, je me pétrifie. Je me dis, mais en fait, c'est moi. Je suis maman, solo, mais en fait, c'est ça mon statut. Et en plus, je suis sous le seuil de pauvreté, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je rentre dedans. Donc, il y avait ce truc de survie qui était là. Faut savoir aussi... Mais est-ce que... Oui. Après, si tu t'es sûrement lancé dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, Ouais. mais est-ce que c'était pas encore un challenge en plus? Parce que t'es maman solo. Ouais. Et en plus, ça, au lieu d'aller sur la sécurité où tu peux rentrer dans une boîte et travailler, avoir ton salaire à la fin du mois, tu te lances encore plus dans l'entrepreneuriat. Bah tu vois, tu viens de le réaliser là, parce que tu l'as dit. Et ben en fait, non, c'était plus... mais en fait, comment je vais faire pour gagner plus? Comment je vais faire pour que, justement, je sois pas sous ce statut-là? Et pour moi, c'était sauf qui peut. C'était jamais de la vie, je me retrouve seule, sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire quoi? Il y a des trucs qui vont débarquer, c'est quoi ça? En fait, j'étais dans quel est le statut refuge qui va me permettre d'être libre et d'avoir la richesse et ne pas être en opposition avec la pauvreté, quoi. Et ça, c'est un truc qui était en moi. Bon, maintenant, je sais d'où ça vient. Je sais maintenant d'où ça vient avec le temps. J'ai vécu une faillite, j'ai vécu une analyse de tout ce qui va pas, tout ce qui n'allait pas, j'ai vécu tout ça. Et après, je suis partie puiser dans toutes les forces que j'avais autour de moi, et notamment mes grand-mères. Mes deux grand-mères sont des entrepreneuses en réalité, des commerçantes. J'en ai une qui vendait de l'or et une autre qui vendait des vêtements pour faire vivre leur famille. Donc j'avais une de mes grand-mères qui était veuve, qui a élevé ses 5 enfants seule, en commerçant. Et donc pour moi, en réalité, c'était le schéma. C'était le schéma qui était le plus sécurisant et qui a permis justement à mes grand-mères d'amener ces enfants à bonne destination, c'est-à-dire mariés avec leur maison, qui ont fait des études, enfin des études. Ils ont été à l'école jusqu'au bac. Ça, c'était déjà le level. Donc c'est ce qui, en réalité, c'était une mémoire qui était en moi. Et pour moi, c'était le schéma. Donc inconsciemment, le schéma qui était en opposition à la pauvreté, c'était l'entrepreneuriat. Comme tu peux le voir chez tes grands-mères, quoi. Comme j'ai pu le faire chez mes grands-mères. Exactement. Super. Et par rapport aux boîtes que tu as montées, que Ouais. t'as fait couler, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus en détail? Par exemple, qu'est-ce qui t'a manqué? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est une bonne question, ça, et justement, c'est ce que je défends aujourd'hui dans Nizam. Nizam, ça veut dire structure et ordre en arabe. Donc, j'ai puisé dans l'arabe parce que je suis arabophone, et j'ai mes parents qui m'ont inculqué une culture arabe. Donc, malgré que j'ai grandi, vécu, né en France, où j'ai une culture très française, parce que dans l'époque où j'étais DAF, j'étais beaucoup dans, on va dire, l'intégration. C'est le mot qu'on utilisait avant. Il fallait être intégré. Donc du coup... Dans tes propos, j'entends plus assimilation, je dirais. C'est un petit peu ça. Tu nous as amené dans le registre. Mais c'est exact. Aujourd'hui, comment je te définis, c'était ça. Aujourd'hui, c'était ce que je faisais, c'était de l'assimilation. En fait, c'était non mais attends, une femme elle doit absolument travailler. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut parler même le discours en fait. Alors que quand tu viens regarder depuis la nuit des temps chez les musulmans ou même chez les arabes, la femme entreprend. Et même en Afrique, la femme entreprend. Et depuis toujours. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose où on nous dit oui mais avant la femme elle était femme au foyer. C'est faux. C'est justement le fait de venir ici en France notamment, c'est ce qui a fait que la femme est à la maison. Mais en vrai, quand tu viens regarder depuis l'histoire, la femme a toujours entrepris. Et pour cause, elle venait, elle faisait de la laine, elle faisait des tissus, elle brodait, elles avaient une occupation et donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Donc, ou elles offraient, ou elles vendaient. Et du coup, elles entreprenaient en fait en réalité. Donc quand on vient analyser avec un peu plus de recul, moins d'affect, bah, c'était de l'entrepreneuriat.
Donc, c'est un truc totalement nouveau de nous dire, ah oui, mais en fait, vous n'êtes pas censé entreprendre ou même travailler. En fait, on a toujours, les femmes, on sait que ça bosse tout le temps. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû réapprendre, en fait. Et effectivement, je me sentais pas du tout alignée. En vrai, on m'a éduquée à être un type de femme. La femme qui entreprend en mode girl power, t'es cadre, attends, t'as pas le temps à donner, faut que tu sois, donc tu sais, blonde peroxydée sur des talons aiguilles, et j'en passe. Donc du coup, c'est vraiment j'exagère un petit peu, hein, tu vois, j'exacerbe un petit peu, mais en gros, c'est ça, c'est ce qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est ça. Et bah après, en fait, je voyais que ça me correspondait. Plus le temps passe, et plus je voyais que ça me correspondait pas. Ça me correspondait plus. La manière d'agir, le manque d'éthique. Quand tu as en face de toi des personnes qu'il faut licencier et que tu dois trouver des prétextes pour les licencier, des prétextes pas totalement éthiques, bah t'avais mal aux dents. Et ça allait pas avec ta morale aussi. Ça allait pas du tout avec ma morale, ça m'allait pas du tout avec mon être, avec ma fatara. Clairement, c'est ça, hein, on va parler, on met des mots. Et donc, du coup, ça ne me correspondait plus. Je suis. J'ai quitté ça. J'ai quitté ça. Et en fait, tout ça, ce que je te dis là, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient à l'époque. J'en avais pas spécifiquement conscience. C'était plus de la survie à chaque fois. Non, mais je veux plus ça. Non, mais hors de question, je tombais malade. J'allais souvent chez le médecin. J'ai fait une dépression. J'étais sous médoc. La totale. La totale, quoi. Cata. Et donc, T'as repris tes forces et t'as monté des boîtes. et j'ai monté des boîtes. Donc, qu'est-ce que j'ai monté? Pour répondre à ta question, rapidement. J'ai monté donc une entreprise qui accompagnait les entrepreneurs. Et donc, en fait, c'était un système où tu sous-traitais la partie financière, la partie juridique et la partie commerciale. Donc, tu sous-traitais cette partie-là avec la gestion aussi des ressources humaines. Donc, tout entrepreneur aujourd'hui, toute personne qui a un commerce, bah, ces trucs-là, c'est pas lui qui gère. C'est où le comptable, c'est où l'assistante, ou bien sa femme. Et en plus, j'aimais bien vendre ce truc. On est les femmes des entrepreneurs, parce qu'à l'époque, c'était ça. C'était les femmes qui géraient toute cette partie administrative. Et donc, du coup, je monte cette boîte qui fonctionne très rapidement bien. Et tu as continué ton boulot que tu faisais en tant que c'est ça. C'est qu'est-ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire ça. Ça me déplaît pas. J'aime bien le faire. Bah, autant continuer. Mais d'une autre manière, avec une autre approche. Donc, dans un premier temps, je me suis associée avec une amie. Ça s'est pas très bien passé. Bah oui, parce qu'en fin de compte, nous, dans notre manière d'être, on fait confiance. Et dans notre manière d'être, bah c'est pas grave, on est toutes les deux et on y va. Sauf qu'on oublie cette partie juridique musulmane, où il faut cadrer tout ça avec un contrat. Et en plus, moi qui suis dans le droit des affaires, je suis censée connaître ça. Et on le dit à voix haute, en pensant que c'est parce qu'on est musulmane et que ça va bien se passer. Alors qu'en fin de compte, l'islam, au contraire, nous demande de cadrer ça, même quand il s'agit du membre de ta famille, même quand il s'agit de personnes que tu connais et des personnes en qui tu as pleinement confiance. Cadrer ça avec un contrat, c'est fondamental de quels sont mes engagements, qu'est-ce que je veux, et pas que, bon, j'attends tant d'euros, on fait moitié-moitié et c'est tout. Non. Cadrer factuellement parlant, qu'est-ce que vous attendez les uns des autres et qu'est-ce que vous êtes prêts aussi à investir en termes d'argent, oui, mais pas que. En temps, en investissement aussi d'un point de vue aussi matériel. Et tout type d'investissement doit être écrit noir sur blanc pour que personne ne soit lésé. Et ça, faut cadrer ça justement avec un contrat, ce qu'on appelle une convention d'associés. Donc ça, je vous le donne aussi en tips pour toutes personnes qui veulent s'associer ou qui ont besoin de faire des associations à des fins professionnelles. Et du coup, comme entreprise, après, par exemple, pourquoi tu as fait faillite c'est sur celle-ci? Non, sur la deuxième. Après, donc celle-ci, je l'ai fermée. La deuxième, du coup, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci toute seule. Et en fait, à ce moment-là, je suis moi face à moi. Moi, face à mes tares, face à mon ego, face à ma personnalité et aussi face à ma survie. Et à ce moment-là, j'agis qu'en survie.
avoir plus de clients, toujours plus de clients, même quand je suis pas en capacité de les accueillir. J'ai pas la structure suffisante pour accueillir tout ce monde-là. Donc j'acceptais du contrat, et après, petit à petit, j'avais pas non plus les forces et les capacités d'assumer tout le travail accueilli. Il y a ça. Et le deuxième chose aussi, tu as une équipe. Et tu as des clients, tu as des humains. Et la compétence la plus compliquée à acquérir, c'est la gestion de l'humain. Et n'importe quel entrepreneur, tu t'assois à côté de lui, tu dis ça va tes employés? Il va te dire non mais c'est pas possible d'être comme ça. Donc en fait, un entrepreneur pense que ses employés vont bosser comme lui. Et c'est l'erreur qui est la plus récurrente, quoi. C'est la plus récurrente. Et croire qu'en fin de compte, on entreprend et on va trouver des personnes, même s'ils kiffent, ils apprécient tout ce que tu fais, ils apprécient ce que tu vends, ils sont touchés par ce que tu fais, ils vont pas avoir la même implication. Et pourquoi tu as fait faillite celle-ci? J'ai fait faillite parce que tout cet écosystème-là que je viens de te citer, il s'est retourné. Il s'est retourné et donc ils ont fait une délation auprès du Trésor public et j'ai eu une demande de redressement fiscal à hauteur de 250 000 €. J'ai dû accepter ce redressement et fermer mon entreprise. Quand tu as passé 6 ans à monter quelque chose et qui se retrouve, même là, je fais d'en parler, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout, en fait, pour l'ego, il n'y a rien de pire que dire qu'en réalité, c'est toi le problème. Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là? Parce que sûrement que émotionnellement, tu étais mal, tu étais à... Ouais. Mais à ce moment-là, pourquoi, par exemple, tu t'es pas dit, l'entrepreneuriat, c'est bon, c'est fini, J'ai eu cette phase-là quand même. Hein. J'ai dit, je ferai plus, c'est bon, c'est mort. Je me suis remariée entre-temps, alhamdoulilah. J'ai eu aussi, râle et pâquerette, t'as plus rien. T'as rien. T'as plus rien. Tous tes actifs, t'as plus rien. Et quand c'est l'État qui vient de voir, ça rigole pas. Hein. Même t'as envoyé 20 € au Western Union, il voit, il t'a dit, t'as envoyé 20 €. Hein. C'était pourquoi? C'était pour qui? C'est comment? Vous avez l'habitude d'envoyer des Western Union? Voilà, donc tout ça, c'était un peu plus compliqué après. Et qu'est-ce qui t'a aidé à quelle est la chose qui m'a aidé justement à me relever? La foi. Et aussi l'introspection, c'est-à-dire une meilleure connaissance de moi. Et c'est à ce moment-là où je découvre, c'est un outil qui m'a énormément aidé, qui s'appelle le MBTI, dont je suis devenue une personne maître praticienne en MBTI certifiée chez MBTI, directement chez OPP. Et donc du coup, j'ai découvert cet outil et j'ai appris à me connaître. Et tu sais, ça fait comme un oignon. Tu sais, c'est la première couche, et la deuxième, et la troisième. Et tu découvres des choses sur toi, sur ta famille, sur tes mécanismes, sur ta manière d'être, sur qu'est-ce qui a fait que dans toute ta vie, tu as vécu autant d'épreuves. Le dénominateur commun, c'est toi. En fait, l'oignon est très bien imagé parce qu'à chaque fois que tu enlevais une couche, ça faisait pleurer aussi. Ouais, aussi. C'est vrai, oula, c'est même plus que pleurer, c'est là tu t'arrêtes. Tu découvres tes émotions, tu découvres tes besoins, en fait, retour à la fêtera, quoi, retour à l'être, comment Dieu nous a construit, créé, et en fait, tu vois que t'es plus du tout, tu rentres dans un moule depuis petite, qui n'est pas du tout en phase avec ton être, et pas du tout en phase avec tes valeurs, qui est pas du tout dans ce truc de... Mais en fait, je suis qui, je suis quoi, qu'est-ce que je fous là, quoi? À quoi je sers? Bon, en plus, j'ai découvert que j'ai d'autres choses sur ma personnalité, sur mon méthodologie de fonctionnement, sur mon cerveau et la manière dont il traite les données, la manière dont mes mécanismes de pensée. Je découvre plein de choses. Et après, la question est, qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, tu as lancé Nizam Agency. Ouais. J'ai lancé Nizam Agency. Nizam qui veut dire structure et ordre. Et en fait, pendant la période où quand tu viens analyser et ta personnalité et toutes les entreprises que tu as accompagnées,
tu comprends qu'en réalité, et surtout que moi j'ai beaucoup accompagné des personnes issues de la diversité, donc des personnes un peu comme moi, des personnes, des commerçants et autres, et le dénominateur commun, la chose qui manquait à ces personnes, c'était de la structure. Et effectivement, même religieusement parlant, la structure, l'ordre, ça amène un équilibre et un écosystème qui perdure. Quand on voit la structure de la nature, bah, y a un écosystème. Dès lors que tu viens détruire cette structure-là, bah, la nature va mal. Et c'est pareil pour le corps. Et en fait, cette notion de structure, amener la structure dans l'entreprise, bah, ça a été pour moi quelque chose de fondamental. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que je vais... J'ai la personnalité qu'il faut, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise. Je vais amener, et c'est comme ça que je vais vouloir impacter l'histoire, c'est le fait d'accompagner des entrepreneurs à écrire eux-mêmes leur histoire, en étant structurés, organisés. Et du coup, je me dis, comment je vais faire en sorte que tous ces entrepreneurs, notamment qui sont ici aussi de la diversité, hein, je porte un voile, je suis maghrébine, la plupart des entrepreneurs qui viennent vers moi sont des personnes qui sont issues de la diversité. Donc du coup, qui se sentent compris. Et par conséquent, bah, comment tu viens leur dire qu'en réalité, le problème, c'est eux. C'est très compliqué, c'est extrêmement violent. Et en fin de compte, c'est pas possible. Et donc, quand je viens regarder, je suis quelqu'un qui adore, qui surkiffe le désert. Pourquoi ? Parce que, déjà, la révélation s'est faite dans le désert. Les plus grandes histoires se sont faites dans le désert. Et aussi, les plus grandes méditations se sont faites aussi dans le désert. Et c'est aussi là que quand il n'y a rien, ben en réalité, il y a tout, il y a vraiment beaucoup de richesses dans le désert. Dans tous les déserts, il y a énormément de richesses, on le sait. Pourtant, quand on dit c'est la traversée du désert, on pense à aridité, dureté, sécheresse. Est-ce que ce n'est pas aussi notre vie en tant que musulmans, et notamment en France ? Est-ce que ce n'est pas aussi ça ? On nous dit que ce n'est pas possible. Je suis maghrébine, je suis banlieusarde, je suis une femme, je suis voilée, je suis ronde, je suis maman. T'as rien pour réussir, ma sœur. Hein. Tu commences avec quoi ? Tu fais quoi ? Je vais commencer avec moi. C'est ma plus grande richesse. Mes croyances, mes plus grandes richesses. Donc c'est un peu aussi ça, le désert, c'est aussi cette méditation, cette valeur qu'il y a aussi dans... On croit qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a tout. Et aussi, tout ce qui a été construit dans le désert dure dans le temps. Tout ce qui a été construit dans le désert dure dans le temps. Donc pourquoi pas aider tous ces entrepreneurs à construire leur empire entrepreneurial dans le désert. Là où il n'y a rien, il y a toute la créativité, toute la volonté de pouvoir justement perdurer et qu'il y ait de la vie. Et quand on dit quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. On dirait que c'était un texte que tu as appris par cœur. Non, pas du tout. Je le vis tellement bien que ça m'anime. Du coup, tu m'as agencé à ce branding-là, quoi. Ouais, donc quand tu viens chez nous, c'est Objectif Empire. Donc notre objectif, c'est que tu construis ton empire. Il y a la forteresse et il y a l'oasis. Tu veux, je te fais voyager dans le temps avec une touche très futuriste. Donc, parce que je suis passionnée aussi d'histoire, quand tu sais que la fiscalité est issue de ce que Abu Bakr Siddiq a mis en place avec Omar ibn al-Khattab, notamment, donc toute la partie de la récolte des zakat et la redistribution des richesses, c'est là tu dis, mais en fait, l'histoire, c'est ce qui fait aujourd'hui notre système. Donc, je te fais voyager dans l'Antiquité. Revenons à la base, avec cette touche de futuriste, parce que c'est l'espoir et c'est demain. Et si tu avais 3 conseils à donner à une personne qui veut entreprendre, ouais. Et une personne qui est déjà en train d'entreprendre et qui aurait besoin d'évoluer un peu plus, quels seraient ces 3 conseils à ces 2 personnes? Ça fait 6, du coup, 6 conseils différents. Donc, 3 conseils pour ceux qui débutent, qui sont à un niveau 0. D'accord ? La première chose, et c'est comme ça d'ailleurs que tous mes accompagnements commencent, c'est se connaître soi. Connaître qui on est, parce qu'en réalité, c'est ta plus grande richesse. C'est un peu bateau, ouais, connais-toi toi-même, c'est des trucs qu'on voit un peu partout. Mais en vrai, c'est ta plus grande richesse. Si tu sais comment ton cerveau fonctionne, ton mécanisme fonctionne, viens, on utilise ça et on met au profit, on capitalise dessus, et on le met à profit de l'humanité, parce qu'en réalité, Dieu est envoyé avec ça. Pourquoi pas l'utiliser et on y va.
La deuxième chose, c'est être bien entouré. C'est fondamental. Savoir en qui avoir confiance et surtout être entouré de ne pas le faire seul. Voyager dans le désert, c'est impossible de voyager dans le désert en étant seul. Tu as au moins ta chamelle avec toi. Tu vois, au moins tu as ta boussole avec toi. Au moins tu as quelque chose avec toi, ton astrolabe pour te guider. Donc tu as besoin d'avoir quelque chose avec toi pour pouvoir avancer. Donc être super bien entouré, outillé pour pouvoir avancer, ça c'est ne te vautre pas. Et la troisième chose que je pourrais conseiller pour une personne qui débute, c'est ne pas partir, ne pas commencer si tu ne sais pas où tu vas. Je vois trop d'entrepreneurs qui, parce qu'ils ont une vision et qui pensent que ça va super bien fonctionner, se lancent. Mais il faut revoir toutes les bases. Il faut tout recommencer. Et en plus, ils perdent en confiance en eux. Et ça fait, tu te retrouves avec des nouvelles pathologies, en fait. Tu es venu, tu voulais commencer à entreprendre, avoir de la richesse et évoluer. Tu te retrouves avec « j'ai plus confiance en moi, je doute de moi, j'ai des syndromes, j'ai ci, j'ai ça ». Stop. On y va. Prévoir, c'est gouverner. Et donc, du coup, avoir un état financier mensuellement parlant pour savoir où est-ce que tu vas, c'est fondamental. Ça, c'est pour les personnes qui débutent. Et du coup, pour les personnes qui sont déjà actives? Les personnes qui sont déjà actives, structurer au maximum. La première chose, c'est structurer au maximum en processant, mettre des process dans leur activité. Donc déjà, savoir qui fait quoi, comment, qu'est-ce que ça me ramène. C'est fondamental. Parce que si tu sais, en fait, il y a des choses qui se passent qui te ramènent rien. Et bien au contraire. C'est la chose que je vois qui me sidère le plus quand je viens notamment accompagner un entrepreneur qui est déjà lancé. C'est déjà, on fait un état des lieux, un audit, et on vient processer. On vient mettre en place des process sur tout ce qu'on fait pour savoir aussi combien ça me rapporte. Ça, c'est la base. Deuxième chose, c'est être vraiment orienté innovation. Une personne qui est déjà lancée, on est aujourd'hui en 2023, on est après une pandémie où tous les besoins sont complètement métamorphosés. Les attentes, les besoins des personnes ont changé. C'est même pas sont changeants, c'est ils ont changé. Donc innover et avoir un petit, ce que j'appelle, moi j'aime bien dire un coup d'avance. Avoir un petit coup d'avance sur le changement de demain. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de commerces qui ont dû fermer parce que ils n'ont pas pu faire face aux pandémies, au changement. Tu sais, entre la phase, pignon sur rue et on passe sur Internet, et d'Internet aux réseaux sociaux, bah là, on va passer encore à autre chose. On va aller vers le métaverse, on va aller vers des choses qui, aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais c'est bien de se renseigner dès maintenant. Et donc, cette touche d'innovation est fondamentale. La troisième chose, son entreprise, si elle n'a pas de vision sur le long terme, et là, pour le coup, sur le orienté futur, avec cette volonté de pouvoir perdurer, bah, c'est mort, quoi. C'est pas possible, tu vas pas rester. Et donc, du coup, cette notion de vision qui est à reclarifier chaque année, c'est très, très, très important pour une personne qui est déjà lancée. Manel, je te remercie pour ces 6 conseils que tu as donnés gratuitement aux personnes qui nous écoutent. C'est pas, oui, gratuitement. C'est un paradoxe. On peut s'arranger, hein. Je peux mettre un lien. Je te remercie aussi pour être venu et avoir participé à cet entretien-là. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter s'il faut. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en commentaire et autres. On essaiera d'y répondre avec Manel aussi. On avec plaisir. On va transmettre, ou même on va mettre toutes ces infos en description. Et abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.